Je commence à avoir faim. Pourquoi on continue à faire du stop? Vous allez où les gars? On va à Marinaleda. C'est où ça? Je connais pas, c'est dans le coin? C'est un petit village tout au sud de l'Espagne. Ah ouais, vous êtes pas arrivés encore, hein? Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast dédié aux réalisatrices et réalisateurs de courts-métrages. Mon invité aujourd'hui s'appelle Louis Séguin. Il a réalisé plusieurs courts-métrages, mais celui qui nous intéresse s'appelle Marinaleda, un moyen-métrage où deux vampires décident de se rendre dans une ville espagnole du même nom. Avec lui, nous allons essayer de répondre à cette question simple: comment faire un moyen-métrage aujourd'hui? C'est donc dans le hall d'un hôtel, et plus précisément au Moxie Bastille, que nous nous retrouvons. Je vais te laisser te présenter en quelques mots, me parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a poussé, ce qui t'a donné envie de faire des films. Alors, je m'appelle Louis Séguin. Je n'ai pas fait d'études de cinéma. Je sais pas pourquoi je commence par ça, mais bon. Non, mais pour le dire un peu succinctement, quand j'étais enfant, j'avais cette sorte de envie d'être acteur, mais comme un enfant. Enfin voilà, comme on veut être astronaute ou je sais pas. Enfin voilà, c'était un peu abstrait, mais en même temps, j'avais quand même une fascination pour les films, enfin pour les acteurs quoi, et les actrices. Enfin c'était ça qui m'intéressait dans les films. Et puis à l'adolescence, j'ai voulu être écrivain, parce que j'ai commencé à lire, je lisais beaucoup et je sais pas, j'avais l'impression que c'est ça que je voulais faire. Et ça a formé ce mélange des deux, l'envie un peu naturelle de faire des films, qui est venu aussi avec la découverte d'un cinéma, je dirais, qui correspondait complètement à mon environnement culturel et intellectuel de l'époque, c'est-à-dire la nouvelle vague, on va dire, pour le dire rapidement, mais un peu cette tradition du cinéma français, faite d'ailleurs de gens qui voulaient écrire et à défaut de le faire, se sont mis à faire des films. Fait que j'ai pas fait d'études de cinéma, j'ai tenté la FEMIS, que j'ai raté. J'ai fait des études littéraires et puis philo et musicologie. C'est plutôt la musique c'est complètement la musique, ma formation de départ depuis l'enfance. Mais tout en sachant que je voulais faire des films. Et donc je me suis dit que j'allais commencer par la critique de cinéma. Parce que j'avais envie d'écrire sur les films. C'était déjà une envie assez forte. Et par ailleurs, je me suis dit que c'était une bonne école d'apprendre à identifier, à voir beaucoup de films et identifier ce qu'on aime dans ces films et ce qu'on n'aime pas aussi. Notamment dans le cinéma de nos contemporains, c'est-à-dire vraiment quelle image du monde ça renvoie, quelle image du cinéma ça renvoie. Et donc j'ai appris j'ai appris en autodidacte à faire des films et par la critique, en tout cas voilà, par cette pratique cinéphilique et le fait de faire retour sur les films, d'écrire sur eux, d'y réfléchir, d'identifier ce qu'on aime ou pas. Voilà. Et puis il y a eu un film aussi, tu me disais au départ, qui t'a quand même... il n'y a pas eu qu'un film, mais il y en a eu un qui t'a particulièrement touché, tu me disais. En fait, des films qui m'ont beaucoup marqué, Titanic m'a beaucoup marqué quand j'avais 10 ans, mais parce que je l'ai vu plusieurs fois au cinéma et je me disais, ouais, quel merveilleux spectacle, si émouvant. Je le pense toujours d'ailleurs, mais bon. En tout cas, bref, mais c'est vrai qu'au moment de vouloir faire des films et c'est un peu cette frontière entre vouloir écrire, vouloir faire des films, etc. J'ai découvert les films de Desplechin et en particulier comment je me suis disputé. Et aujourd'hui, c'est plus du... j'aime toujours le film, mais c'est pas dans mon top de tous les temps, c'est pas dans mon petit panthéon personnel. Mais c'est sûr qu'à l'époque, le fait qu'on puisse faire un film de 3 heures et qu'on puisse fabriquer un cinéma épique à partir de personnages qui se racontent leur vie en marchant ou dans des cafés qui quelque chose d'à la fois très statique en apparence, mais qui me semblait être très un film du cinéma d'aventure, mais uniquement par le dialogue par la parole. Le fait de filmer la parole pendant des heures et que ça m'intéresse, je pense que je me suis reconnu là-dedans. Et c'est un peu... Alors, j'ai pas pensé activement à ce film-là quand je me suis mis à faire des films, mais je me souviens du moment où j'ai vu le film, et je me souviens que ça a été
voilà, un moment important, quoi. Qui, en plus, arrivé à un moment où je découvrais plus en profondeur le cinéma de Romer et le cinéma... Enfin, voilà, ce cinéma dit verbeux pour ceux qui n'aiment pas ça et de parole pour ceux qui l'aiment. Enfin, voilà, en tout cas, C'est ce qu'il y aurait dans ton portrait personnel, du coup? ouais, probablement. Enfin, Romer... oui, oui, c'est sûr. Enfin, c'est un peu... En tout cas, sans extraire des films particuliers ou des réalisateurs particuliers, je pense qu'il y a... dans le fait de filmer des gens qui parlent, ça c'est sûr que c'est une constante dans ce qui m'intéresse au cinéma et ce que j'aime faire. Et voilà. Tu parlais du coup d'un cinéma très verbeux. Est-ce que c'est ce qui a été un peu à l'origine de ton premier film que tu as fait, il me semble, tu me disais tout à l'heure, à 20 ans? Alors, verbeux déjà, c'est quand même Oui, c'est le terme, c'est le terme péjoratif. Voilà, c'est mais alors, non, enfin, les films que j'ai faits, quand j'ai eu le désir de faire des films, je me suis fait offrir à Noël un petit caméscope mini DV parce que c'était ça à l'époque. Enfin, donc j'avais 18 ans, je pense. Et là, je me suis mis à filmer sans écrire, juste filmer des choses. C'était un peu l'équivalent. Maintenant, c'est ce que je fais avec mon téléphone. Enfin, voilà, c'est la pratique qu'on a plus ou moins téléphone. Mais là, c'était un petit caméscope, donc ça ressemblait quand même plus à Et je filmais un peu tout comme ça, et notamment un ami. Et c'est vrai que je le filmais déjà. Je filmais beaucoup de nos conversations déjà. J'aimais bien ça. Voilà, mais donc j'ai un peu appris à faire des films comme ça, entre amis. Après, j'ai rencontré des gens qui avaient le même désir, qui n'avaient pas fait d'école non plus et qui avaient le même désir de faire des films. Et donc, toujours autour de la parole, c'est ça qui est assez intéressant. Pas forcément. Tu as commencé à filmer des gens qui parlaient. Pas complètement. Ouais. En tout cas, je pense à l'époque, les films qu'on faisait comme ça entre amis, pas vraiment. Et le premier film que j'ai fait, donc produit, parce que donc on faisait des films entre nous comme ça. Et il y a un de ces films qui est devenu un scénario. Et c'est mon premier film donc, que j'ai co-réalisé avec Laura Tullier. Et ce film-là, donc produit par Nicolas Antomé de Bathysphère, qui a découvert le scénario dans un concours de scénario du festival de Brive. C'était un moyen métrage. C'était un film pas tellement centré, disons que c'était pas ça qui apparaissait en premier dans le scénario, à la lecture et même dans le film. C'est pas les dialogues, enfin c'est pas le fait qu'il y en ait beaucoup et que ce soit des personnages qui parlent beaucoup. C'était pas tellement ça. Donc en fait, c'est plutôt arrivé quand j'ai fait des films tout seul, produits, je dirais. Enfin, c'est-à-dire après ce premier film qu'on a tourné en 16 mm, voilà, c'est plutôt mes films suivants qui se sont mis à... Ça c'est beaucoup, je dirais, axé sur le filmer la parole et des personnages, voilà. Et est-ce que c'est la parole qui est à l'origine un peu de ton écriture et de tes scénarios? Pas du tout. Est-ce que c'est l'envie d'écrire des dialogues ou est-ce que c'est plutôt... ou est-ce que tu as plutôt un rapport à l'écriture qui est plutôt centré autour de l'action, de la dramaturgie? Alors je pense que... Alors, s'il faut choisir entre les deux, je dirais beaucoup plus les dialogues, évidemment. Enfin, c'est plus ça qui m'intéresse que la dramaturgie, qui est toujours quelque chose d'un peu abstrait pour moi et artificiel. Enfin, disons que ça me paraît beaucoup moins tangible que les dialogues mais alors, c'est pas les dialogues pour les dialogues. Enfin, voilà, j'ai pas du tout d'amour pour la tradition du cinéma du bon mot et de cette tradition d'écriture scénaristique, du bon mot, du mot d'auteur, etc. Enfin, que ce soit... Après, il y a des films de Prévert, écrits par Prévert que j'ai beaucoup aimé. Enfin, voilà, des répliques qui... Je sais pas, je dirais que c'est bizarre dit comme ça peut-être, mais j'ai du respect pour cette forme d'écriture, mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. C'est beaucoup plus proche on disait de Romer, de, je sais pas, Hong Sang-soo. Enfin, voilà, c'est-à-dire... Pour le dire autrement, c'est pas le dialogue pour le dialogue, mais c'est le dialogue dans ce qui peut créer de situations et du dialogue comme dramaturgie en fait presque. Enfin, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir une discussion qui dure, qui crée la situation et qui change la situation, qui la modifie. C'est parce que deux personnages parlent mais se disent pas tout généralement et qu'il y a retour sur cette conversation plus tard dans le film, ou alors qu'elle est prolongée par une autre conversation entre deux autres personnages ou un des personnages qui parle avec quelqu'un d'autre
et qui fait retour sur la situation précédente. Enfin bref, c'est un peu cette façon de concevoir simplement l'avancée, et en fait c'est une dramaturgie, c'est-à-dire comment on avance dans le film et comment on avance dans la pensée, dans la parole. Donc, C'est exactement ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Marina Leda. Ouais, complètement. Ouais. C'est complètement ce qui m'a plu. C'est peut-être le moment de raconter la jeunesse de ce C'est projet. exactement, D'accord. tu voles mes transitions. C'était exactement ce sur quoi je voulais en venir. Je voulais savoir voilà, ce qu'avait été le point de départ du film, quelle avait été son histoire, qu'est-ce qui était en fait l'élément déclencheur qui avait lancé ton désir d'écriture. Et ben alors, c'est un ami qui s'appelle Simon Cornaz et on est amis depuis 20 ans. Enfin voilà, on s'est rencontrés à 17 ans et il est autodidacte en un peu tout. Enfin voilà, il a un esprit très intellectuel, curieux et autodidacte. Donc il s'intéresse, il a fait de la philosophie, de la musicologie, de la musique, de l'informatique, du jeu vidéo. Bref, tout ça un peu par lui-même. Et un moment de crise dans sa vie, entre deux petits boulots et deux petites errances. Voilà, il savait pas très bien quoi faire de sa vie. Et après des vendanges, on lui a parlé de ce village, Marina Leda, qui est donc un village andalou, qui fonctionne un peu sur le mode de l'autogestion. Et il s'est dit qu'il allait y aller en stop. Enfin, donc il a essayé d'y aller. Un peu avec l'idée qu'il y avait peut-être un endroit où on pouvait vivre sur Terre qui était je sais pas, voilà, où on pouvait se réfugier. Donc vraiment avec une idée très utopique de cet endroit. Et en fait, arrivé en Espagne, il est arrivé dans le nord de l'Espagne en stop. Et là, plus personne l'a pris en stop. Et donc il a passé la nuit sur la plage. Et le lendemain, un peu découragé, enfin complètement découragé et très frustré, il s'est dit je reprends le train pour la France. Et il s'est posé au café de la gare et il a écrit une sorte d'ébauche de ce scénario qui est devenu une sorte de texte fleuve de 150 pages qui n'était pas vraiment un scénario mais qui était plutôt une transposition de son monologue intérieur de frustration, c'est-à-dire deux personnages qui en gros disent du mal des gens qui prennent pas les stoppers. Bon, tout ça pour dire, il a écrit un texte qui ressemblait un peu à rien d'un point de vue formel mais qui m'a fait lire et que je trouvais assez génial, ou en tout cas que je trouvais qu'il y avait plein de choses très enthousiasmantes, notamment la digression, mais principalement juste cette situation très simple de deux personnages vampires mais qui parlent juste comme deux un peu losers de la route deux stoppers losers. Les vampires, c'était toi? C'était une de tes idées ou c'est une de... Non, c'était dans le scénario. D'accord, c'était là. Parce que je pense qu'il avait un peu cette idée qu'il y avait un rapport à la marginalité. Deux personnages comme ça, un peu de stoppers, qui viennent profiter un petit peu des gens qui ont des voitures. Enfin voilà, un peu un peu un vampirisme littéral, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est des personnages qui vivent au crochet de la société, mais du coup qui le matérialiser par cette idée de transposition dans le film de genre. Et donc voilà, il m'a fait lire ça. Au départ, il voulait que je joue un des deux vampires, et donc on a cherché un peu un autre acteur. Puis il s'est un peu découragé en cours de route, je sais pas trop pourquoi. Enfin, découragé en tout cas, il voulait plus réaliser le film, et il me l'a confié. Enfin, il m'a confié le texte en me disant tu fais ce que tu veux avec. Ah oui, je lui avais présenté une productrice, c'est ça. Ils avaient quand même travaillé un petit peu ensemble. Mais finalement, je sais pas, bon, il a un peu perdu l'intérêt pour l'idée de le faire. Et arrivé le Covid. Et pendant le premier confinement, j'ai repris son texte, Fleuve, donc, et j'ai réécrit tous les jours. Et ça a été assez rapide en fait, parce que j'ai gardé la structure, mais il y a quand même des choses un peu fondamentales qui ont changé, notamment la fin. Mais sinon, il y avait déjà les personnages. Et ça a été juste un mélange, j'ai enlevé beaucoup de textes et de digressions, j'en ai rajouté, c'était un peu un truc très organique comme ça. Et tu y as passé combien de temps? Franchement, à peine 2 mois, quoi, je dirais. À peine 2 mois? Le temps du premier confinement. C'était vraiment tous les jours pendant le premier confinement. Il y a Sophie Le Tourneur que tu mentionnes à la collaboration, à l'écriture. Quel rôle elle a joué dans ce trajet que jusqu'ici tu m'as un peu décrit plutôt tout seul. Je voulais un peu savoir ce qu'il en était. Pas tout seul, parce qu'il y avait Simon surtout. Il y avait Simon, effectivement. Ouais. C'est surtout via la critique et le ciné-club dont je me suis occupé, je la connaissais un petit peu et en gros on a présenté le scénario avec mon producteur Jordan Houdin d'Hippocampe Productions.
Sachant qu'au départ, moi, je fais cette mini aparté, mais j'avais un peu l'idée, je l'ai fait lire à mon producteur, mais j'avais un peu l'idée de le faire avec pas d'argent et de le tourner tout de suite, en fait, juste après le confinement, l'été suivant le confinement, de dire on part avec une caméra, 3 personnes, et voilà. Et je demandais plutôt à mon producteur une sorte de soutien logistique de base et d'héberger un peu le film, mais pas vraiment d'argent, quoi. Et en fait, il a dit non, mais c'est super le scénario, faut quand même qu'on essaye d'avoir des aides, voilà. Donc j'ai dit bon, d'accord, mais sans y croire en fait, et on a envoyé au CNC et on a constaté que je sais pas, on avait des très bons retours. Enfin, en fait, on a eu l'aide de la Nouvelle-Aquitaine, je crois qu'on l'a eu avant le CNC. Et donc on a vu que le scénario, ça réagissait très bien, quoi, en commission, que ça plaisait beaucoup. Et au CNC, donc ça leur a plu, mais ils nous ont proposé une aide à la réécriture. Je crois qu'on nous a proposé d'avoir une aide à la réécriture. Donc ça, c'est un peu d'argent et un droit de représenter directement en plénière le projet. Et donc avec ce petit pécule qu'on a eu, on s'est dit, tiens, pourquoi pas demander une consultation à quelqu'un pour améliorer un peu les choses qu'il y a à améliorer dans le scénario, pointé par les commissions. Et alors, je suis d'accord complètement avec ce que tu disais tout à l'heure avant qu'on enregistre, mais moi, c'est complètement aussi ma position de dire qu'un projet s'essouffle et perd son originalité, etc. Quand il passe par les commissions et qu'on fait trop d'allers-retours, parce que finalement, ça devient une sorte de scénario de compromis entre tout le monde, parce qu'il faut que ça plaise un peu à tout le monde potentiellement. Mais là, en l'occurrence, c'était pas du tout le cas, et je pense que les retours du CNC étaient très bons. Voilà, ça nous a aidé vraiment à améliorer le scénario, quoi. Bref, et du coup, j'ai proposé à Sophie Le Tourneur de faire 3 séances de consultation. Donc en fait, elle a collaboré au scénario, voilà, comme consultante, quoi. C'est-à-dire, elle a lu le scénario, après on s'est vu 3 fois 2 heures, un truc comme ça. Et à chaque fois, je lui ai envoyé une version qu'elle lisait, et voilà, et on en parlait. Donc en fait, pendant 2 heures, on parlait du scénario. Et ce qu'elle a apporté, c'est un esprit très pratique sur... très pratique, de la mise en scène qui passe par les objets, les costumes, les décors, des idées très précises. Par exemple, l'idée que un des 2 vampires a un t-shirt Esso, et que ça crée une fausse route au départ, parce qu'on peut imaginer que c'est un employé de station-service. Ça, c'est son idée. Elle m'avait dit ça, elle m'avait dit comment ils sont habillés, des trucs très concrets en fait, mais qui étaient super utiles, beaucoup sur les personnages en fait. Ou l'idée que Lise, le personnage féminin, quand elle arrive dans le film et qu'elle prend les 2 vampires en stop, l'idée qu'elle revienne d'un date qui a foiré, son rapport aux hommes par exemple, le rapport à l'érotisme, aux hommes, depuis quand elle n'a pas connu de garçon, etc. Tout ça, c'est un peu des trucs dont on a parlé avec elle, pour rendre les personnages, et notamment le personnage de Lise, plus concret et plus ancré dans une situation, un peu un passé, et aussi des costumes et des trucs comme ça. Voilà. Et il me semble que tu l'as pas. Il me semble que tu me l'as expliqué pour d'autres projets, mais j'ai un doute là par rapport à ce projet-là. La rencontre avec Hippocampe Productions, c'était quelque chose qui était dès le départ, tu savais que tu allais l'envoyer à Hippocampe, ou c'est un choix que tu as réfléchi Ouais, alors j'avais fait 2 films avec Bathysphère, avec Nicolas Anthomé, produit par Nicolas Anthomé. Les Ronds-Points de l'hiver, et après Saint-Jacques-Gay-Lussac, qui était mon premier film produit tout seul, donc pas co-réalisé. Et ensuite, j'ai fait un film qui s'appelait Bus 96, qui était plutôt une sorte d'essai, en tout cas que j'ai tourné tout seul avec mon iPhone, et que j'ai monté tout seul, puis avec un monteur, mais en tout cas complètement hors production. Et j'en avais parlé à Nicolas Anthomé, qui n'était pas intéressé. Donc j'avais montré une version de montage à Jordan Houdin, donc de Hippocampe Productions, parce que j'avais un ami qui travaillait avec lui, et il m'avait dit Jordan il cherche des projets un peu, et donc je lui avais montré une version de montage qu'il a beaucoup aimé, et donc il m'a aidé à terminer le film et à le diffuser, à faire des demandes d'aide à la post-production, etc. Et donc Marina Leda, c'est le moment où je travaillais, on venait de diffuser Bus 96,
donc c'était logique parce qu'on venait de travailler ensemble, quoi, et que ça s'était bien passé. Et donc je lui ai fait lire le scénario, mais avec l'idée plutôt de faire enfin voilà, comme je disais, de pas forcément chercher des financements, mais juste d'avoir un peu de soutien. Voilà, et il avait ce truc, à l'époque, on était plusieurs à travailler comme ça, un peu à faire des films dans notre coin, mais à lui confier les films, enfin il nous aidait sur la finition des films et la diffusion. Et donc là j'avais un peu la même idée en fait. Pour moi le schéma de production c'était un peu que Hippocampe allait encadrer mais qu'il n'y aurait pas d'argent. Et en fait comme il y a eu de l'argent, tant mieux, mais voilà. En tout cas, donc il n'y a pas eu vraiment de doute parce que ça correspondait au schéma de production que j'imaginais pour Marina Leda, quoi. Mais, voilà. Et si on reprend après le trajet, donc tu as cette aide avant réalisation, et après les autres aides, comment ça s'enchaîne? C'est tout tombe comme ça, comme... Alors j'ai un petit... Alors non, parce qu'il n'y en a pas eu vraiment d'autres, parce qu'il y a eu la Nouvelle-Aquitaine, qui est l'aide de la région, et il me semble que c'était avant. Je suis quasi sûr que c'est... Oui, en fait on l'a eu quasiment directement, on a envoyé le scénario à la commission, et je crois qu'un mois après on avait l'aide. Enfin quelque chose de très très... ce qui nous a encouragé pour le CNC, oui, c'était dans cet ordre-là. Donc en fait on a eu d'abord l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, puis le CNC, puis ProCirep, etc. Ça c'est des aides, honnêtement moi je sais pas trop comment ça marche parce que c'est vraiment des aides qui fonctionnent pas tellement sur scénario je crois, mais plutôt c'est des aides un peu semi-automatiques aux producteurs, enfin je sais pas trop comment ça marche. Mais donc c'est pas comparable vraiment je crois aux aides quand même comme le CNC ou une région. En fait, ce qu'il faut rappeler dans ton cas, c'est que déjà effectivement, c'est un scénario qui n'a pas une construction narrative classique, dans le sens où c'est pas tout à fait un film de genre, c'est pas tout à fait qu'une comédie, c'est pas tout à fait qu'un road movie, et surtout il a une particularité il a deux particularités qui le rendent très complexe, c'est que c'est un moyen métrage qui fait partie, pour les gens qui nous écoutent et qui ne le savent peut-être pas, mais qui font partie souvent des films les plus difficiles à financer, puisqu'en règle générale, il faut plutôt rester autour de 20 minutes pour un court-métrage, pour espérer effectivement avoir le maximum de financement. Et donc toi, déjà, effectivement, c'est un moyen-métrage. Et en plus, il y a cette scène, dont on reparlera, mais qui est une scène quand même de cascade, où vous jetez une voiture... à pleine vitesse sur le bord de la route. Ce qui j'imagine a dû coûter forcément de l'argent, etc., etc. Donc, t'avais ces espèces ces deux défis, pour en mettre largement plus, et au final ça fait presque 3, t'avais tous ces défis-là qui étaient là. C'était quand même une sacrée contrainte pour lancer un projet de court-métrage. Eh ben, alors, bon, déjà sur les trucs onéreux, comme par exemple cette cascade, honnêtement, dans le scénario de Simon, c'est-à-dire dans la première version du texte qui existait, cette scène, il y a écrit les deux personnages sont au bord de la route, etc. Enfin, un peu la situation de la scène. Et hors champ, on entend des bruits d'accidents de voiture. Donc en fait, on avait complètement intégré l'idée qu'on n'aurait jamais d'argent pour faire ce film et que ce serait une cascade complètement fabriquée au son. Et qu'après il y aurait juste une personne vaguement maquillée avec du sang pour se figurer un accident de voiture. Enfin, il n'était pas du tout question de faire vraiment une cascade au départ. C'est parce qu'on a eu de l'argent qu'on a fait une vraie cascade, mais voilà, c'est pour dire en fait, c'était plutôt dans cet ordre-là que ça s'est fait. Et ensuite, alors attends, les autres questions. Ah oui, donc les contraintes. Bon, en fait oui, le moyen métrage. C'est sûr, moi j'en ai fait 3 sur les courts-métrages que j'ai fait, il y en a 3 qui sont des moyens-métrages, donc j'ai bien été confronté au problème qui est surtout un problème de diffusion en fait, parce qu'il y a très peu de festivals qui sélectionnent des films de plus de 30 minutes et parfois 20 comme tu disais. Donc c'est surtout cette contrainte-là. Par ailleurs c'est un format que j'adore, donc je comprends pourquoi j'ai fait ça et je regrette pas. Mais en revanche pour les financements, c'est un problème surtout pour les financements privés de type chaîne, quoi, de télé, quoi. Et ce qui fait que j'en ai jamais eu des financements de télé. Enfin, c'est pas la seule raison. Mais en tout cas, ce que tu identifies comme un peu un esprit un peu normatif du format de ce que doit être un court-métrage, c'est quelque chose, je pense, qui est très vrai à la télé. Enfin, dans les pré-achats et les achats.
de chaînes. En revanche, je pense que et ça dépend quelle chaîne, parce que je pense à Ciné+, par exemple, qui fait un peu exception, je trouve, pour moi. En revanche, voilà, France Télé et Arte et Canal+, je pense qu'ils ont quand même des cahiers des charges, quoi, vraiment, industriels, enfin, que je sais pas trop à quoi ça correspond. Je veux dire, pourquoi c'est ces normes-là plutôt que d'autres, mais bon, c'est en tout cas ce que j'ai constaté. En revanche, les financements publics, et j'ai fait partie des comités de lecture à la fois au CNC et en région Nouvelle-Aquitaine, donc je vois de l'intérieur comment ça se passe. En fait, il n'y a pas de prime au court-métrage, au format industriel efficace, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment content quand il y a des projets qui, en tant que lecteur, qui sortent un peu des sentiers battus et qui sont un peu étonnants et qui ont des formes différentes. C'est plutôt un avantage et une qualité. Alors après, il faut que ce soit... Disons que si c'est pas réussi, je pense que ça peut vite éliminer un projet. Mais par contre, le fait que ce soit un moyen métrage, je me souviens qu'il n'y avait pas du tout de consigne je sais pas, de méfiance ou d'écarter les projets de moyen métrage particulièrement. Et au contraire, en fait, comme il y en avait très peu, parce que beaucoup de producteurs et de cinéastes misent sur un format calibré en espérant rafler un peu tout. Enfin, je le dis pas avec cynisme. Enfin, je comprends complètement qu'on fasse ça, mais du coup, en fait, les moyens métrages étaient rares et c'était plutôt agréable de tomber sur un moyen métrage à la lecture. Bon, ça, c'est mon expérience de lecteur, mais en tout cas, comme le CNC et les régions, c'est des gens d'un peu tous les horizons. Il y a des critiques, des cinéastes, des producteurs. Il n'y a pas vraiment un esprit... c'est pas des gens qui cherchent la rentabilité des projets, parce que c'est des gens qui juste font eux-mêmes des films et sont sensibles juste à... ont des cinéphilies différentes les uns des autres, mais voilà, n'ont pas de prérequis de forme. Je précise parce que c'est vrai qu'on a quand même une idée quand on fait des films et même quand on les produit et tout, on a l'impression qu'il y a une sorte de ligne éditoriale du CNC qui serait en fait, même dans les façons de parler des retours, on dit le CNC a pas aimé parce que c'était trop comme ci, trop comme ça. Alors qu'en fait, souvent, je trouve dur de présenter les choses comme ça, parce que le CNC, c'est un avis rendu par des gens qui n'ont pas du tout les mêmes goûts entre eux. Et c'est plutôt que l'avis moyen de ces gens dessine une ligne qui peut avoir l'air normatif, parce que simplement, souvent, il y a des films qui sont plus consensuels, parce qu'ils vont mettre d'accord des gens qui n'ont pas du tout les mêmes goûts entre eux. Mais c'est pas une personne qui a un goût CNC qui décide. Voilà, je fais ce développement parce que comme je pense que ton podcast qui s'intéresse à la production, moi je trouve que c'est intéressant de se rendre compte que c'est pas... Et les régions, je pense que c'est pareil, c'est pas un goût de telle région ou telle région. C'est plutôt... c'est que les gens qui composent les commissions, souvent ont des coups de cœur pour des films, mais qui peuvent ne pas du tout être les mêmes entre eux. Et du coup, c'est souvent les projets plus consensuels qui mettent un peu tout le monde d'accord parce que c'est bien écrit, que ça fonctionne et que ça a l'air d'être prêt à être réalisé. C'est plutôt ces projets-là qui passent un peu plus facilement. Puis il y a une grande part de hasard et de subjectivité à chaque fois. Complètement, ouais. Il y a des coups de chance et de malchance, c'est sûr. Enfin, c'est-à-dire ça dépend complètement qui y a en face dans la commission. Exactement. Par exemple, là, Marina Leda, s'il y avait eu 3 ou 4 projets de moyen métrage qui étaient remontés en plénière avec des vampires et tout, en fait, ça aurait été comparaison terme à terme sur le même type de projet. Et voilà, peut-être que, je sais pas ce qu'il y avait en face, mais peut-être que c'était le seul projet avec des vampires et de moyen métrage. Enfin, je sais pas. Mais c'est sûr que ça dépend complètement face à qui, à quel projet ça tombe et tout. Ouais. On en arrive du coup au tournage. Comment déjà tu choisis tes comédiens ? Comment tu composes le casting ? Alors, l'idée c'était de composer vraiment un trio, trouver une sorte d'alchimie pour ce trio. Pauline Belle qui joue Lise, je l'ai rencontrée il y a bien longtemps pendant nos études, on avait 18 ans. Et je l'ai vue jouer au théâtre à ce moment-là. Enfin, elle fait du théâtre depuis toujours. Elle a principalement fait du théâtre et elle est vraiment très forte. Enfin, moi j'ai toujours été impressionné dès que je l'ai vue jouer au théâtre. Et je m'étais dit très tôt, enfin une des premières fois que je l'ai vue, alors que je faisais pas du tout de film et que c'était un désir très très naissant de faire du cinéma,
je m'étais dit, à l'occasion, un jour, j'aimerais travailler avec elle. Enfin, voilà. Et donc, en fait, dès que Simon m'avait fait lire le projet, je lui avais proposé... en tout cas, j'avais parlé à Simon de Pauline. Et j'avais un peu l'idée arrêtée que ce serait elle. Enfin, j'avais pas trop de doutes, et au point que en fait, j'ai écrit quasiment en pensant à elle. Enfin, même pas quasiment, c'est-à-dire la consultation avec Sophie Le Tourneur, je sais que c'était déjà... Je lui avais dit que ce serait Pauline, je lui avais montré des photos, on en avait parlé, enfin... Voilà. Et donc, l'idée, c'était de trouver 2 vampires qui permettraient de constituer un trio harmonieux, enfin, en tout cas, qui fonctionne. Et donc, j'ai proposé à François Rivière, qui est un ami d'amis, qui est un très bon ami, mais qui à l'époque était un ami d'amis. Voilà, que j'avais rencontré plusieurs fois, et j'aimais beaucoup sa silhouette, sa diction, enfin son allure. Bref, et on a fait un essai donc entre Pauline et François, qui s'est très bien passé. Et surtout, Pauline, j'ai consulté Pauline qui a beaucoup aimé cette répète. Et donc, une fois qu'il y a eu ce duo, j'ai fait des essais avec un comédien qui est très bon, mais qui était un peu trop proche de François. Enfin, voilà, ça faisait un trio un peu... Et donc, j'ai proposé à Luc Chessel, qui joue Kyrie, aussi de faire un essai. Et ça s'est très bien passé. Vraiment, il y a eu un truc, pour moi, un peu évident qui se passait dans le trio, de complémentarité, à la fois de ressemblance et de complémentarité, quoi. Enfin, c'est un peu ce que je cherchais. Et ils étaient d'accord. Enfin, c'est-à-dire, dès que Luc est parti, François et Pauline ont dit c'est sûr, c'est lui. Enfin, voilà, j'étais très content qu'il se passe un truc entre eux, et qu'il y a un... Je sais pas, mais que ça puisse fonctionner presque indépendamment de moi, ce trio, voilà. Pour dire en un mot, ce que je cherchais, c'était vraiment quelque chose d'à la fois très qui peut être très sérieux et presque dans le ton de voix, dans la tessiture de voix, quelque chose qui peut être à la fois très je sais pas, mais profond, et pour exprimer des émotions qui sont quand même, ou des idées qui dans ces dialogues sont pas toujours il faut quand même être capable de dire ces dialogues. Et par ailleurs, quelque chose de quand même assez... une sorte de distance dans l'élocution même. Enfin, ils ont une façon de dire les dialogues qui crée, qui pour moi fonctionne très bien avec les dialogues écrits, quoi. Voilà, et ensuite, autour d'eux, les acteurs amateurs, beaucoup sont des acteurs non professionnels ou amateurs, hormis Marie Rivière qui apparaît dans le film, et que voilà, j'étais très content. On se connaissait un peu, et je l'aime beaucoup. Un hommage à Romer, j'imagine. Un hommage à Romer, hommage à elle-même, qui est une très bonne actrice, et hommage à la relation qu'elle entretient avec François Rivière, qui est son fils. Enfin, c'était un peu un clin d'œil, parce que voilà, donc l'acteur qui joue un des 2 vampires, c'est son fils, donc voilà, c'était un peu drôle de les réunir dans cette scène. Voilà, et les autres, c'était un peu... je voulais un peu chercher... cette fragilité de jeu qui peut y avoir, fragilité, en tout cas stylisation, ça paraît paradoxal de dire que le jeu non professionnel est stylisé, mais je trouve qu'il y a quand même un style des acteurs amateurs qui m'a l'air d'être en fait un style beaucoup plus réaliste, contrairement aux idées reçues, que le jeu censément réaliste du cinéma français. Notamment parce qu'en fait cette fragilité de jeu et même dans la diction, dans l'élocution, ça me paraît beaucoup plus proche de ce que je constate quand des personnes qui se connaissent pas se rencontrent, où il y a toujours une sorte de fragilité et de quelque chose d'un peu artificiel, en fait, où les gens ont l'impression de mal jouer bizarrement, ou peuvent se retrouver à mal jouer alors qu'ils jouent pas, mais bon voilà. Bref, du coup c'est un peu comme ça que j'ai composé là. Mais totalement, et c'est des gens que tu as trouvés sur place, j'imagine. Ouais, c'est parfois complètement par hasard. Par exemple, Jacques, le premier automobiliste, il passait dans un champ avec son sac à champignons, et on lui a couru après pour lui demander s'il voulait jouer, parce je sais pas, il était très sympathique, en fait. On a parlé avec lui, puis il est parti. Et on l'a rattrapé en courant en disant mais en fait c'est lui, bon voilà. Et ainsi de suite. Enfin, c'était un peu des gens qui vivaient dans le coin, qu'on a cherché, voilà.
tu fais ton casting et après, effectivement, tu commences les repérages. Et tu vas choisir la Corrèze. Pourquoi ? Alors, en fait, c'est des lieux qui étaient déjà... en tout cas, la Corrèze, c'était un lieu qui était présent déjà au scénario, mais même dans la version de Simon très ancienne, parce que c'est les décors par lesquels il est passé, les décors réels, et parce que, en fait, je trouve que c'est vraiment pour le film, donc il parle de ce road trip vers l'Espagne. Il y a quand même une sorte de je sais pas comment dire, mais de magnétisme de ces régions, enfin, on va dire de l'Occitanie. Bon, il se trouve que c'est la Nouvelle-Aquitaine en termes administratifs, mais bon, en tout cas du Pays d'Oc, voilà, vers l'Espagne, bon, voilà, et que la Corrèze, c'est à la fois le nord de ça, donc on se sent très loin de l'Espagne, et en même temps, il y a quand même un peu cette attraction. Voilà, donc, bref, c'est un peu sur la route de l'Espagne, dans mon idée, je sais pas, j'ai l'impression dans sa imaginaire, cette région-là, et par ailleurs, une contrainte toute bête, mais c'est juste on a eu donc l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine et donc il fallait trouver des décors qui soient en l'occurrence je voyais que la Corrèze c'est vraiment le nord de la Nouvelle-Aquitaine et ça correspondait aux villes Tulle, Brive, etc. qui étaient présentes au scénario. Dans ton film, il y a une séquence qui est certainement la séquence, j'imagine, la plus compliquée à faire. C'est une séquence de cascade. Comment vous l'avez préparée, cette séquence ? Alors paradoxalement, c'est pas la cascade en tant que telle qui était la plus... Alors il y avait quand même un gros enjeu et un stress de tout le monde autour de cette séquence, évidemment, mais c'était plutôt le fait qu'on la tourne. Moi, je tenais absolument à ce qu'il y ait la tombée de la nuit pendant la séquence. Enfin, c'est-à-dire que un peu, il y a la continuité où on est 2 jours, puis il y a la cascade, puis en fait la nuit tombe progressivement, et après on est de nuit quand les vampires sont près de la voiture. Et donc pour tout ça, ça voulait dire, déjà on n'a qu'une prise évidemment pour la cascade, mais on a d'autant plus qu'une prise, je dirais, que en fait la lumière tombe et qu'on doit se précipiter. Donc en fait, la personne qui a fait le cascadeur, qui est un cascadeur professionnel, lui, il a préparé sa voiture. Enfin, en fait, il a géré toute la partie vraiment cascade. Il a fait une cascade qui était beaucoup plus impressionnante finalement que celle qui était prévue, un peu par hasard, parce qu'en fait, il y a un peu un tarif pour chaque type de cascade. Et la voiture était juste censée se retourner sur le toit parce que c'était dans nos budgets et que ça nous suffisait. Et en fait, finalement, il a fait 5 tonneaux, elle a atterri sur la tranche. Enfin bon, un peu un truc, une sorte de miracle pour nous. Pour lui, je sais pas trop, mais bon. Voilà, enfin, en tout cas... voilà la cascade, lui il a préparé la voiture, mais ensuite effectivement il a fallu enchaîner très vite, et donc dès qu'on a coupé la prise de la cascade, l'équipe d'éco et le cascadeur se sont précipités pour ramasser les débris, les bouts de verre, etc., pour qu'on puisse allonger la comédienne qui est censée être accidentée et faire tourner le plan où les vampires s'approchent d'elle, et après toute la suite de la séquence. Voilà. C'est quelque chose qui pesait lourd dans le budget ou pas vraiment ? La cascade en tant que telle, c'est pas donné évidemment, mais je crois qu'il me semble dans mon souvenir que c'est autour de 5 000 €, quelque chose comme ça, tout compris. Ce qui est quand même vraiment qui me paraît pas énorme, moi, pour une cascade de voiture où on bousille une voiture. Enfin voilà. Bon, après c'est des voitures qui vont à la casse dans tous les cas, mais voilà, moi j'avais imaginé avant de faire ce film que c'était plus cher. Mais bon, j'imagine que ça dépend complètement des projets et des types de production. J'imagine que c'est pas souvent non plus que ça se fait en court-métrage. Oui, c'est sûr que c'est plutôt rare de faire des cascades. Et d'ailleurs, nous, au moment de l'écriture avec Simon, il n'était pas du tout question. On avait tellement intégré qu'il n'y aurait pas d'argent pour faire le film qu'il y avait marqué hors champ, on entend des sons de cascade. Enfin, c'était ça mais enfin, il n'était pas du tout question de faire une cascade réelle au départ. On imaginait juste mettre des sons de cascade, un peu comme dans Weekend de Godard. Enfin voilà, c'était un peu l'idée. Et comment t'as constitué ton équipe ? Alors Martin Ritt, le chef opérateur, et Elton Rabino, l'ingénieur du son, c'est 2 personnes avec qui j'avais déjà travaillé plusieurs fois et que je connaissais très bien, et voilà, on s'entendait très bien, donc il n'y avait pas trop de doutes. Et ensuite, il y a un mélange de personnes que je connaissais pas mais qui étaient inscrites dans les registres de techniciens de Nouvelle-Aquitaine, parce que c'est un des enjeux aussi quand même quand on a des aides de région, et d'autres qui étaient recommandés, qu'on a trouvé. Enfin voilà, il y avait un peu un mélange. Il y avait aussi Caroline Milsan qui était assistante réalisatrice, avec qui j'avais déjà travaillé, avec qui on s'entendait très bien. Bon voilà, enfin c'était un mélange de
de gens que je connaissais, de gens que je connaissais pas. Mais finalement, enfin voilà, j'étais très content de l'équipe. Donc on en était. Tac, tac, tac. On a parlé. C'était quoi les plus grosses contraintes logistiques que vous avez rencontrées sur ce tournage? Je dirais que c'était la quantité de texte et de jeu en fait. Quantité de texte et donc la préparation du jeu. Ce qui est super, c'est qu'on a pu faire des répétitions assez importantes pour un moyen métrage et même pour un film en général en fait, beaucoup plus qu'aussi ce qui se pratique très souvent au cinéma. Ça c'est une chose à laquelle je tiens et donc voilà, parce que par exemple il y a des journées de tournage, sur les 9 jours de tournage qu'on avait, il y en a où il y avait des scènes qui à la fin représentent, notamment la dernière par exemple, c'est 18 minutes il me semble dans le film, et c'est une journée de tournage, donc 18 minutes utiles en une journée, C'est énorme. C'est beaucoup. Énorme. Et donc ça c'était un peu la contrainte presque principale, je dirais. Après il y a la cascade dont on a parlé, et sinon c'était la météo, donc ça des trucs classiques, et notamment la scène de la cascade, le jour où on devait la tourner, on a appris qu'il allait pleuvoir, et en fait ça s'est même avéré être une sorte d'orage assez important, donc hors de question de tourner la scène de cascade ce jour-là. En plus on tournait en extérieur toute la nuit, donc vraiment on pouvait pas avoir de... Et donc ça, c'est les contraintes logistiques habituelles de météo, mais il a fallu attendre et inverser le plan de travail pour tourner cette scène. Donc, on en vient, tu as terminé ton tournage qui a duré 9 jours, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, 9 jours. Combien de temps après vous faites la post-production et combien de temps elle dure? Après, je suis parti en vacances parce que c'était l'été. Bref, mais en gros, on a commencé en septembre. Et on a eu 5 semaines de montage, avec Léo Richard, donc, qui a monté le film. Et ensuite, je crois qu'il y avait 2 semaines de montage son, et une semaine de mix, une semaine d'étalo, un truc comme ça. Voilà. Et donc en tout, ça fait je sais pas combien, mais en gros, le film était prêt en janvier de la même année. Donc on a tourné en juillet, et en janvier, le film était prêt. Donc vous avez monté les 50 minutes très vite en fait, en réalité. 5 semaines, mais après, là je suis en train de monter un film, parce que je suis aussi monteur, donc, et c'est un peu le même cas de figure, c'est-à-dire c'est un film où il y a beaucoup de paroles comme ça, des scènes très longues, mais en fait c'est pas forcément très long, par exemple la scène de fin qui dure 18 minutes dont je parlais, en fait on l'a montée, je crois, on l'a montée en une journée, elle a très peu bougé après pendant le reste du montage, on l'a trouvée très vite, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément la durée du film c'est pas forcément corrélé complètement, quoi. Ton rapport au montage, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel dans le cinéma? C'est quelque chose que tu vois direct dès l'écriture, ou c'est quelque chose qui devient vraiment au moment de la post-production? Alors, c'est à la fois essentiel, à la fois vu au moment de l'écriture, et à la fois, en gros c'est un peu tout à la fois, c'est-à-dire que c'est tellement essentiel que certes j'y pense, des fois je pense à des raccords, et je pense à vraiment des choses de montage techniques presque de montage dès l'écriture, mais en fait pour moi c'est essentiel parce que justement c'est une réécriture et que c'est quelque chose qu'on peut pas anticiper, il faut le laisser au montage sa part de liberté et de création, quoi. Et donc en fait c'est très important parce que c'est un moment de réécriture du film très important. C'est un peu des clichés du montage, mais c'est vrai que là on n'a pas inversé des séquences, il n'y avait pas des choses de structure à trouver, mais en revanche il y avait des choses de rythme, il y avait un rythme et un ton, etc. à trouver à l'intérieur de tout ce qu'on avait, parce qu'on a coupé quand même pas mal de dialogues, il y a des scènes qui ont été très raccourcies, voilà. Donc c'était principalement pour ça, c'était trouver le bon tempo, quoi. Donc à partir de là, t'as ton film qui dure 50 minutes, c'était quelque chose qui était écrit à la base, c'est pas une durée qui tombe comme ça par hasard. Ouais, on savait que ce serait à peu près ça. Que ça irait dans cette zone-là, et après, du coup, commence l'envoi au festival. Comment ça se passe? Quelle est la réception? Est-ce que tu as eu des sélections? Est-ce que ces 50 minutes, ça a impacté la diffusion et la vie de ce film? Ou tu dirais pas du tout? Ah si, c'est sûr, puisque en fait ça limite beaucoup les festivals qui
qui peuvent le sélectionner, parce qu'il y en a plein c'est vraiment juste hors format. Souvent c'est 20 minutes, une demi-heure la limite pour les cours. Donc en fait il y a déjà assez peu de festivals, et étant donné la quantité de festivals très restreinte qui acceptent cette durée-là, en fait on était très contents de la réception, parce que alors le film n'a pas été pris à Cannes. Et donc en fait ça a fait un peu une période quand même où j'ai vraiment douté du film, et j'étais un peu anxieux, parce que pendant un an, comme le Cannes a refusé, après il fallait attendre quasiment un an pour la suite, enfin pour les sélections suivantes. D'accord. Donc en fait le film était terminé en janvier 2022, et il a commencé sa première, et c'était en février 2023. Donc en fait c'est vraiment un an de doute. Bref, et donc il a fait sa première à Rotterdam. Et ensuite, surtout, les festivals les plus importants en termes de réception, je dirais, c'est Brive, qui est le festival de moyen métrage, donc où il a eu plusieurs prix. Donc là, j'étais très content. Enfin, surtout, j'avais l'impression, par rapport à Rotterdam, où en fait, c'est un peu noyé dans la masse de films. Il y en a vraiment des tonnes et des tonnes. Donc en fait, c'est une séance comme ça. Il y a des gens qui font des compliments, mais bon, enfin, je sais pas, c'est un peu, c'est tellement grand que c'est un peu dur de se rendre compte. Enfin, comme première, c'était un peu désarçonnant. Alors que Brive, c'était vraiment, il y a vraiment une sélection d'une vingtaine de films, et les gens regardent vraiment tous les films. Enfin voilà, et je sais pas, là j'ai vraiment plein de retours très positifs. Enfin, j'étais très content, quoi. Et ensuite le film est allé à Pantin, à Côté-Cours, où pareil, il a eu des prix et des retours très positifs. Enfin, c'est un peu ces deux festivals-là qui ont vraiment, je sais pas, qui ont concentré l'essentiel des retours que j'ai eu. Après, il est allé aussi à Indie Lisboa. Ou pareil, enfin ça c'est bien. En gros, j'étais content des retours que le film avait, mais disons les courts-métrages qui marchent en festival, ils ont des dizaines et des dizaines de sélections. Enfin, c'est des sortes de CV de sélection longs comme le bras. Là, en fait, il est allé dans les festivals que j'ai cités, et c'est tout. Et donc on a fait une petite sortie salle grâce à deux salles amies. Enfin, je dis deux salles amies parce que c'est vraiment, il y a une salle dans laquelle j'ai travaillé, qui est le Reflet Médicis, et le directeur de l'époque était mon ami. Enfin, et mon ami toujours, mais voilà, il est plus directeur là-bas. Et lui et l'archipel, voilà, une autre salle de Paris, ont décidé de faire une petite sortie du film, donc précédé de Saint-Onge Giratoire, que j'ai monté, donc le film de Quentin que tu as. D'accord, donc voilà. il y avait les deux, d'accord. Et il y avait les deux, à la suite, deux films estivaux comme ça, très différents, mais voilà, il y a une petite sortie en salle. Ce film, il a été quand même un peu diffusé. Tu n'as pas eu effectivement peut-être la quinzaine de sélections que certainement il méritait, mais tu as au moins pu le diffuser. Est-ce que cette diffusion, la vie de ce film, t'a ouvert d'autres portes, t'a permis d'en préparer un suivant, ou est-ce que tu penses que voilà, ça a été un apport assez court? Alors je pense que c'est pas automatique, enfin, c'est-à-dire il n'y a pas des financiers qui se sont précipités dans mes mails pour me donner de l'argent, mais en revanche c'est sûr que il y a eu un peu, je sais pas, c'est un peu une sorte des signaux un peu encourageants et positifs de la part je sais pas comment appeler ça, parce que du milieu ou du marché, enfin je sais pas, parce que je me représente pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas je sais que c'est un film dont des gens que je connais pas du tout me parlent. Apparemment ils en parlent aussi c'est un film apparemment qui a été identifié par les gens qui sont susceptibles de éventuellement m'aider à faire des films par la suite, quoi. Voilà, et donc les producteurs avec qui je travaille, qui sont les producteurs de Barberousse, je développe avec eux même deux longs métrages, voilà, qui sont en écriture. T'as avancé ma question. Voilà, oui, c'est ça. Donc mes projets, oui, donc eux, c'est sûr qu'ils m'ont, en tout cas en termes de cohérence de trajet. Moi, après ce film-là, j'ai fait un film quasiment autoproduit, dans des conditions totales en fait d'autoproduction, mais en post-production, Barberousse m'a soutenu, qui s'appelle 8e étage, qui est une petite comédie et que je voulais tourner très vite sans passer par les commissions. Et là, j'ai des idées de films que j'ai envie de faire un peu encore plus librement, avec des images tournées à l'iPhone, vraiment des films de montage comme ça. Et je sais que pour les producteurs, il est temps de faire un long métrage. Enfin, en tout cas, ça n'a pas tellement de sens, par exemple, de refaire des films courts
repasser par des festivals de court-métrage, etc., de refaire dans l'esprit de production. Je crois que c'est un film de 50 minutes comme ça qui prouve que, enfin voilà, c'est possible pour moi de peut-être faire un film de long métrage qui tient la route. Il faut passer au long métrage. Enfin bon, voilà. Je crois que c'est un peu, c'est ce qu'on m'a dit, parce que c'est pas un truc que je sens. Et donc c'est pas un truc consciemment. Je poursuis pas. Bien sûr, j'ai un peu l'idée de faire des longs métrages et c'est ça que j'avais en tête quand j'ai voulu faire des films depuis le début. Mais en fait, voilà, j'ai aussi envie de faire des cours complètement libres. Et voilà. Mais voilà, pour répondre, en tout cas, je suis en écriture d'un long métrage et voilà, il n'est pas encore en financement, donc je peux pas encore dire si Marina Leda m'a permis. Mais de toute façon, je pense que ça fait qu'il y aura, j'espère, des lectures un peu attentives du projet. Mais si le scénario plaît pas, il plaira pas. Après, je veux dire, c'est le scénario quand même qui décidera. Ça, je crois que c'est un peu la loterie à chaque film de tout le monde. Je veux dire, même des cinéastes très installés qui ont fait plein de films. Il y en a plein qui sont rejetés de l'avance sur recette, qui sont rejetés des chaînes. Enfin voilà, je pense que c'est quand même ce qui est dur dans les carrières de réalisation, on va dire, mais c'est cette impression qu'à chaque nouveau projet, on repart pas à zéro complètement, mais en tout cas, quand même, il faut reconvaincre tout le monde qu'il y a un peu un effet entretien d'embauche permanent, quoi. J'ai l'impression. Eh ben, écoute, on te souhaite en tout cas de le réussir, le prochain entretien d'embauche. Merci beaucoup, Louis. Merci à toi, merci beaucoup. On précise que quand même que ton film est toujours disponible sur la plateforme d'Unifrance. Je ne sais pas si tu es au courant. En tout cas, il est visible sur la plateforme d'Unifrance pour les adhérents de l'association. Et on espère voir effectivement bientôt tes prochains films. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce podcast et à bientôt pour un prochain épisode.